Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un article de Avant-Garde, qui est le journal des MJCF, des mouvements des jeunesses communistes de France. Alors moi, je suis très critique des JC que je trouve très peu structurés en termes de formation idéologique. On peut trouver de tout, il y a à boire à manger, il peut y avoir des choses très qualitatives au sein des MJCF et des choses qui sont franchement déconnantes, autant de la New Left que du dogmatisme ou que du gauchisme en général, ou de la social-démocratie peut-être dans certains cas. Voilà. Je suis assez critique des JC. Pour autant, il y a des articles qui peuvent être intéressants. En l'occurrence, j'en ai sélectionné un de Pierre Bioret qui s'intitule « L'héritage du communiste Hans Beimler ». Donc, on va lire cet article et vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je l'ai trouvé très intéressant, cet article. C'est un article qui date du 25 novembre 2020. Il date un petit peu. Mais bon, c'est un article qui, de toute façon, est un article d'histoire. Alors, l'héritage du communiste Hans Beimler. Par Pierre Bioret. Lecture. À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Hans Beimler, revenons sur le destin exceptionnel de ce communiste allemand, dont les témoignages et les épreuves vécues sous le régime nazi peuvent encore aujourd'hui nous éclairer. Un militant de toutes les luttes. Né en 1895, Beimler est mobilisé dans la marine allemande pendant la Première Guerre mondiale et prend part à une mutinerie à Cuxhaven à la fin de celle-ci, avant de rejoindre la Ligue spartakiste. Après l'échec de la révolution communiste en 1919, il retourne à une vie civile, ce qui ne lui évite pas plusieurs séjours en prison. Au cours des années 1920 que lui valent son rôle de responsable politique dans le rang des communistes bavarois. Aux élections de 1932, il devient député pour la Bavière au Parlement allemand, le Reichstag. Son mandat est de courte durée. Adolf Hitler est nommé chancelier au début de l'année 1933 et le KPD, le Parti communiste allemand, est presque aussitôt considéré comme illégal et ses militants traqués. Beimler ne fait pas exception. Après quelques mois de clandestinité, il est arrêté par les SA. Torturé, il est déporté au camp de Dachau, où il subit à nouveau de nombreux sévices corporels avant de parvenir à s'évader à la veille de son exécution et à rejoindre Moscou. De cette expérience concentrationnaire, il rédige un récit, Au camp d'assassins de Dachau. Excusez-moi en parenthèse, il y en a qui disent Dachau, mais il me semble qu'en allemand on dit Dachau, mais bon, bref. Cette expérience concentrationnaire, il rédige un récit au camp d'assassins de Dachau. Plus simple. 4 semaines aux mains des bandits à chemise brune. Au camp des assassins de Dachau, 4 semaines aux mains des bandits à chemise brune. Considéré comme le tout premier rapport sur les camps de concentration du régime national-socialiste. Lorsque débute la guerre civile espagnole en 1936, il rejoint les Républicains et devient le commissaire politique de la brigade Thälmann, qui regroupe la plupart des engagés allemands et à la tête de laquelle il meurt au combat. Le 1er décembre 1936, selon la presse française, ses obsèques à Madrid rassemblent près de 200 000 personnes. Un témoignage inestimable. Au-delà de l'engagement et de l'abnégation exemplaire de Beimler, son récit nous livre de précieuses informations sur les combats auxquels il a participé et qui se sont souvent soldés par une défaite et de lourdes pertes pour les militants communistes. Plus précisément, le témoignage qu'il rédige
sous forme de brochures dès son évasion, au-delà de rappeler, si cela était nécessaire, les pratiques coutumières des nazis dans les camps de concentration, permet d'observer quel est le rapport de force politique à la fin de l'année 1933. Ne l'oublions pas, si les camps de concentration, et notamment celui de Dachau, sont mis en place par les nazis dès l'arrivée d'Hitler au poste de chancelier, le droit allemand ne permet pas encore les pratiques qui y ont cours. Notamment les tortures et les exécutions sommaires. Le suicide, par exemple, est recommandé à plusieurs reprises à Hans Beimler, plutôt que de devoir déguiser son assassinat. Au camp d'assassins de Dachau se veut ainsi un élément à charge contre le régime nazi, dont le renversement est encore envisageable. C'est notamment pour cette raison que la brochure est traduite en anglais, en français et en espagnol dès sa parution, afin de faire prendre conscience aux populations de la réalité du fascisme outre-Rhin. À la même époque, grâce à la pression internationale, des communistes allemands accusés de l'incendie du Reichstag peuvent être libérés. À la même époque, grâce à la pression internationale, des communistes allemands accusés de l'incendie du Reichstag peuvent être libérés. Par ailleurs, l'écriture de Beimler permet aussi une compréhension de l'état d'esprit de toute une génération de militants qui viennent de perdre face aux nazis et qui s'apprêtent à l'affronter. Après avoir vécu une expérience traumatisante, Hans Beimler fait ainsi le choix d'utiliser son vécu comme un outil de propagande à la faveur des fronts antifascistes et persiste dans son appel à la mobilisation de la classe ouvrière. Quel devoir de mémoire ? À la suite des atrocités commises pendant le régime national-socialiste, il convient de reposer la question des choix de mémoire que nous entretenons et de leur signification politique. Hans Beimler, membre du KPD et des Brigades internationales, a fait l'objet d'un véritable culte en RDA. La médaille Hans Beimler récompense les Allemands ayant pris part au combat aux côtés des républicains espagnols. En outre, de nombreuses rues et places ont longtemps porté le nom de Beimler. Certaines usines également, de même que des épreuves sportives. Il est l'objet d'un film de propagande sorti en 1969. Sa notoriété est aujourd'hui plus faible. Il est l'objet d'une partie du documentaire 1918-1939, Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres. Il est l'objet d'une partie du documentaire 1918-1939, Les rêves brisés de l'entre-deux-guerres, sorti en 2018. En tant que symbole de lutte, il ne convient pas d'étudier seulement son histoire, mais également l'histoire de sa mémoire, et la place qu'il occupe, ainsi que les militants communistes de l'époque dans leur ensemble dans le devoir de mémoire. Si nos dirigeants ont fini par reconnaître la participation active de l'État français à la Shoah, et que cette dernière fait l'objet d'une transmission à travers l'éducation notamment, il apparaît qu'une pièce manque au puzzle. Le sang versé par les premiers antifascistes que sont les communistes de l'entre-deux-guerres, qui semblent s'être évaporés au profit d'une vision exclusivement dépolitisée, plus avantageuse pour le capital, de la lutte contre la barbarie du national-socialisme. Alors que le capitalisme s'endurcit et que des heures de plus en plus sombres se profilent à l'horizon, un de nos devoirs dans la lutte contre le fascisme renaissant est de mettre la lumière sur ces héros d'autrefois, à l'image de Hans Beimler, qui ont démontré par leur sacrifice que le fascisme ne peut que se combattre. Voilà. Donc, ils nous ont mis, pour aller plus loin, lire Au camp d'assassins de Dachau en ligne. Donc ils ont mis le lien, du coup. Ils vous expliquent aussi ce qui est les bataillons Thälmann, que c'est du nom de Ernst Thälmann, dirigeant du KPD, emprisonné dès 1933 et liquidé en 1945. Bon, il y a aussi un film allemand sur Thälmann, sur le camarade Thälmann. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc, voilà. Vous avez un article sur ce grand héros communiste qu'est Hans Beimler. Hans Beimler, dont beaucoup... aujourd'hui, on n'a pas de figure modèle en termes comportementaux à gauche. Hein. Si vous prenez Bompard, Mathilde Panot ou Delogu, vous avez du lumpen et du bourgeois. Vous n'avez pas des gens qui sont issus de la classe ouvrière et qui représentent bel et bien et qui ont tout à fait l'état d'esprit de la classe ouvrière.
La classe ouvrière, représentée par des gens comme Hans Beimler, Hans Beimler, c'est un symbole d'intégrité, de détermination, de dignité, de courage et de conscience de classe. Vous n'avez pas ça chez un lumpen comme Delogu, comme Sébastien. Vous avez le courage, l'intégrité, la conscience de classe, la détermination, hein, l'honnêteté chez des gens comme Hans Beimler, qui sont de bonnes personnes. Par contre, vous avez sûrement pas ça chez du lumpen comme Sébastien Delogu, ou chez des bourgeois comme Mathilde Panot ou Emmanuel Bompard, hein, qui sont des macronistes de première, hein, pour le coup. Rien à voir avec Hans Beimler, qui était un vrai antifasciste, pour le coup. Un vrai antifasciste, c'est-à-dire un communiste, hein, pas un social-fasciste, contrairement à LFI, au passage. Donc, il faut rappeler que ce sont les communistes qui ont lutté contre les fascistes, que le fascisme, c'est l'instrument du capital, parce qu'aujourd'hui, on parle du fascisme pour désigner la droite au sens de c'est des réactionnaires, des conservateurs, des nationalistes, tout ce que vous voulez, mais vous avez le discours, une analyse très superficielle aujourd'hui de ce qu'est le phénomène fasciste. Hein. Alors qu'en fait, ce qui caractérise le phénomène fasciste et nazi, c'est essentiellement la volonté de la bourgeoisie de conserver sa position privilégiée, sa position dans l'appareil de production, et donc du coup soit d'essayer d'établir un régime autoritaire qui règle en interne les contradictions de classe au sein de la bourgeoisie, soit d'établir un régime autoritaire pour une autre raison qui est celle de flinguer le mouvement ouvrier, qui est une menace. Hein, et par exemple, le modèle corporatiste est exactement le but du modèle économique corporatiste, c'est exactement le but, c'est de flinguer la lutte des classes, c'est-à-dire en prétendant qu'il y a un accord entre les ouvriers, les patrons et l'État. Or, quand c'est un État qui a pour fonction de protéger le capital, quand les représentants ouvriers sont des gens sélectionnés soit par un État de type fasciste qui sert la soupe au patronat, soit par le patronat lui-même, et que vous avez aussi qui doivent s'accorder avec les intérêts des patrons, c'est que l'intérêt de l'ouvrier est sûrement pas sauvegardé. Il y a incompatibilité entre le travail et le capital. Eh bien, quand on est réellement antifasciste, on est communiste. On est communiste et on se bat comme le fait Hans Beimler. Comme l'a fait Hans Beimler. Symbole de courage, de dignité et de dignité. Hein, rien à voir avec les antifas d'aujourd'hui, hein, Beimler. Pour le coup, c'est quelqu'un qui s'est vraiment sacrifié, c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu, et c'est quelqu'un qui avait une vraie conscience de classe. C'est pas un bourgeois. Et donc, si on veut un modèle comportemental, si on veut reconstruire la gauche, en fait, il nous faut des figures comme Hans Beimler, ou comme Ho Chi Minh, hein, des gens qui se battent pour ce qui est juste. C'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de l'analyse matérialiste, de l'économie qui est le marxisme, en fait, qui est l'analyse scientifique de l'économie capitaliste en vue de le démonter le capitalisme, hein, et d'engager le prolétariat dans le sens de la lutte des classes contre les exploiteurs, contre les capitalistes, avec la lecture la plus fine possible de l'économie capitaliste. Et d'un autre côté, il nous faut aussi un certain idéal moral élevé et des figures historiques comme le camarade Hans Beimler sont bien là pour nous y aider. Donc, je mettrai comme d'habitude le lien en description, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Sur ce, prenez soin de vous. Raison, égalité, solidarité, nous vaincrons.